Merci de rester à notre compagnie. C'est la seconde partie de New World Forum. Nous recevons cette semaine Pierre Ekwe Gamesso Poda. Il est candidat à la présidentielle de 2020 au Togo. Durant la première partie, nous avons connu l'homme, son parcours politique, ses analyses sur la classe politique au Togo et la candidature unique envisagée de l'opposition. Monsieur Koda, qui se présente comme un homme nouveau avec des idées nouvelles pour affronter cette présidentielle. Je vais le relancer d'ailleurs là-dessus, Monsieur Koda. D'ailleurs, merci de rester avec nous. Qu'est-ce qui fait donc justement la différence entre vous et cette classe politique dont on a parlé au cours de la première partie? Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Merci Gilles. Je crois que dans la première partie, je vous ai déjà donné mon atout différentiel. Une grande expérience dans les problématiques de développement et de réduction de la pauvreté. Après tout, il s'agit d'offrir aux Togolais de satisfaire leurs besoins que nous appelons les besoins primaires. Nous sommes encore dans un pays à revenus très faibles, où la population croissante étant là, la misère aussi généralisée, les Togolais n'arrivent pas à manger à leur faim, les Togolais n'arrivent pas à se soigner, les Togolais n'arrivent pas à éduquer les enfants. Donc c'est cette problématique-là qu'il faut régler. Il ne s'agit pas seulement d'aller prendre un pouvoir pour un pouvoir. Oui, l'alternance, nous la voulons parce que quand on a vécu pendant 53 ans un modèle qui n'a pas donné les résultats escomptés, qui est en deçà des attentes des Togolaises et des Togolais, il faut changer de modèle. Il faut que d'autres puissent arriver avec d'autres façons de faire, une autre façon de gouverner et voir ce que ça va dire. En même temps, pour comparer quelque chose, il faut avoir en face de soi au moins deux éléments pour pouvoir comparer. Jusque-là, les Togolais n'ont jamais eu cette chance, alors que dans toute la sous-région, tous les pays qui nous entourent, il y a eu l'alternance depuis très longtemps. Et je le dis encore ici, l'alternance voulue ne veut pas dire que nous voulons regarder dans le rétroviseur, nous assumons notre histoire. Nous l'assumons et nous regardons devant. Toute la classe et tous les Togolais, quel que soit leur parti, ensemble doivent regarder devant pour que nous co-construisons notre avenir en commun. Voilà, pour nous, donc voilà. Vous avez plusieurs fois dit les Togolais ne mangent pas à leur faim. Les Togolais, vous voulez dire les Togolais ou des Togolais? Ah, je voulais dire aussi tout à l'heure, Monsieur Gilles, un îlot de prospérité dans un océan de misère n'est pas soutenable. C'est pas viable. Ça va craquer. Même si on pense qu'on le tient par un certain nombre de choses que vous connaissez, que je ne vais pas énumérer, mais c'est un modèle qui ne tient pas. Donc, pour moi, la grande majorité ne mange pas, et je ne m'occupe pas de cette minorité qui peut dire qu'ils s'enrichissent. Et encore, grave, on est dans un pays où ceux qui sont riches, ce ne sont pas les entrepreneurs, ce ne sont pas les hommes d'affaires, ce ne sont pas ceux qui créent la richesse, mais des fonctionnaires, des hommes politiques où les recettes de l'État qui sont collectées sur cette dame qui a son panier sur la tête, un bébé au dos, on vient le rançonner, on lui prend des taxes, et que ces taxes servent à enrichir une classe, tout simplement politique, je dis que c'est un peu les valeurs à l'envers. Et ça, c'est cela qu'on veut renverser. Il faut que les richesses aillent d'abord à la grande majorité. Bien sûr, quand on occupe des fonctions de ce genre, il faut être à l'aise. Mais être à l'aise et accumuler des milliards qui ne servent à rien, il y a une grande différence. Apparemment, vous êtes dans le secret des dieux. Vous avez un document qui classe les riches du Togo. Oh, bien sûr, vous pouvez. C'est pas moi. Il y en a plein de documents qui ont circulé, qui circulent encore. Donc, non, moi, je n'invente rien, mais je lis comme tout le monde ce qui se dit. Alors, justement, votre regard, ça veut dire que votre regard sur la gouvernance du président sortant Faure Gnassingbé, son bilan est négatif à votre analyse? Je voudrais d'abord rappeler quelque chose que, avant de devenir président de la République, M. Faure Gnassingbé était ministre dans le gouvernement de son père. Donc, on ne peut pas parler simplement de 15 ans. Il faut voir la totalité, l'intégralité du régime EPT-UNIR. Mais on ne peut pas lui imputer. Mais il était ministre dans ce gouvernement-là.
Un Je crois ministre parmi tant d'autres. Il ne peut pas être comptable. Si je suis de l'action ministre dans un gouvernementale. gouvernement aujourd'hui, monsieur Gilles, je peux vous dire que je vais exprimer exactement ce que je pense. Donc, vous avez été fonctionnaire du Fonds monétaire international. On peut vous imputer tout ce qui s'est passé au nom du FMI? Non, pas du tout, mais je vous dis simplement que même au FMI, je dis ce que moi je pense. Ça peut ne pas être ce que le fonds fait finalement, mais le fonds connaît ma position sur un certain nombre de problèmes. Ce n'est pas la pensée unique non plus au fond. Le fonds, c'est des économies de divers horizons. Le fonds, c'est des conseils d'administration de l'Allemagne, des États-Unis. Non, ça ne veut pas dire que tout ce qui fait là-bas, c'est vraiment sous la botte d'une seule personne. Et alors, si on est dans un gouvernement qu'on n'est pas d'accord sur un certain nombre de choses, moi, ce qui fait la grande différence, c'est que l'exposition à tout cet ensemble d'institutions, de pays, me permet d'avoir une expertise générale, globale, dans beaucoup de pays. Quand on vient dans un pays, on ne parle pas que des finances publiques, on parle du secteur privé, on parle des femmes qui se réunissent, on rencontre la société civile, on rencontre les syndicats, on rencontre le secteur bancaire. Mais, donc, on a une expérience globale d'une gestion d'une nation. Et c'est ça la toute différentielle qu'il faut quand même reconnaître. Et ça, c'est un parcours qui est particulier et qu'il faut reconnaître que j'apporte quand même dans cette gamelle quelque chose de très, très particulier. Et Voilà. donc, pour l'efficacité de l'analyse, prenons les 15 ans, ça, il n'y a pas de débat là-dessus, de la gouvernance forte. Comment... Les 15 ans de la gouvernance forte, je suis d'un tempérament poli, respectueux. Et j'avoue, si ce n'était pas le cas, j'allais dire que c'est médiocre. Mais je ne dirais pas ça. Parce que par politesse pour le chef de l'État, par politesse pour le régime qui travaille avec lui, je ne dirais pas ça. Je dirais que le bilan est mixte. Très, très mixte. Bien sûr, il y a des embellis. Si vous vous souvenez de mon article je crois que du 11 février 2018, je disais déjà, oui, il faut donner à César ce qu'il y a à César. Il y a quelques embellis dans Lomé, il y a quelques routes qui sont faites, il y a un certain nombre de choses. Encore qu'on se pose la question, à quel coût ces réalisations ont été faites? Est-ce que c'est aux normes standards? Je suis très étonné qu'un beau jour dit qu'il a plu. Et le joyau togolais cartographie devait faire notre fierté, l'aéroport est complètement inondé. Ça veut dire que ça n'a pas été bien fait. Ça n'a pas été, ça veut dire que bon, mais on a dépensé de l'argent. Non, mais les questions d'inondation, aucune capitale de la sous-région n'y échappe. Cotonou, Accra, Abidjan, c'est un phénomène. Au moins, c'est un phénomène qui transnational, sauf que la démocratie n'est pas encore transnationale chez nous. Les problèmes de calamités, de catastrophes naturelles, oui, c'est partout. Il faut avoir quand même une prévention pour ça, parce que c'est pas, on sait qu'en juin il pleut, on sait qu'à tel moment il pleut, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Il faut tout simplement qu'on envisage, qu'on anticipe ces choses et qu'on ait anticipé et qu'on ait donc une politique de prévention de ces catastrophes. Alors je souhaiterais, comme les catastrophes naturelles aussi sont dans tous les pays, que la démocratie aussi soit dans tous les pays, c'est-à-dire qu'il y ait l'alternance dans tous les pays. Et comme vous êtes macroéconomiste, je profite pour vous poser cette question. Sous le chapitre de votre analyse de la gouvernance forte, sous l'actuel président de la République, il y a eu beaucoup de privatisations, notamment de banques, de sociétés de téléphonie, des programmes de privatisation parfois dictés par les institutions internationales, notamment, je souffre que je parle encore du FMI. Alors, que pensez-vous de ces programmes de privatisation? Est-ce que ce sont des programmes qui peuvent amener notre pays, qui peuvent amener le Togo au développement? Gilles, une fois pour toutes, il faut que les Africains, nous les Africains, nous nous prenons au sérieux. Franchement. C'est-à-dire, il ne faut pas se trouver dans cette étoffe de quelqu'un à qui on impose tout. Et nous, on ne peut rien faire, c'est toujours les autres. C'est les autres. Et nous, on dit responsibility. Quelle est notre réponse dans un monde mondialisé, dans un monde où tout le monde poursuit ses intérêts? Quelle est notre réponse à ces genre de choses? Non, ce qui arrive, c'est que nous ne sommes pas capables d'assumer, d'avoir la rigueur, d'avoir la discipline qu'il faut, d'avoir la bonne gouvernance. Une banque n'est pas gérée à la togolaise, à la béninoise, à la burkinabé. Les banques répondent à des normes
qui sont des normes internationales. Donc, il faut les respecter. Alors, ça veut dire qu'en amont, on a mis à la tête de banques ou de toute structure, que ce soit étatique, mais qui offre des produits au marché, des individus, des acteurs capables de comprendre d'abord ce qu'on appelle le management, de comprendre ce qu'on appelle le leadership, comment on motive un personnel, comment on gère une société pour qu'elle soit rentable. Sinon, même les pertes que ces sociétés en cours revient encore à la société globalement. Si on élève le prix de l'électricité au Togo parce que c'est mal géré à la société, c'est les Togolais qui payent. Parce que quelqu'un est là qui ne sait pas comment on peut gérer cette banque. Et à la fin, le FMI vient, même pas avec demande, parce que les banques sont dans le rouge complètement. Les banques sont dans le rouge parce que ce que nous appelons les prêts non performants sont énormes, ne respectent plus les normes internationales, donc il va falloir les redresser. Et c'est en ce moment qu'on se dit, mais puisque le secteur public, la propriété de quelque chose ne veut pas dire que nécessairement la gestion doit être bâclée. L'État est en possession de quelque chose, mais ça doit être bien géré. Sinon, le résultat est là. On va privatiser la BTCI, on va privatiser l'UTB parce que c'est mal géré, tout simplement. Ça n'a pas donné le bon résultat qu'il faut. Maintenant, on nous parle même de Togo Télécom, je crois. Hein? Togocom, qui va être également privatisé. Ça veut dire simplement qu'il n'y a pas une bonne gestion. Et c'est ça, d'ailleurs, le résultat, le bilan dont vous parlez. On aura l'occasion de le faire de manière professionnelle, de manière sérieuse et de manière impartiale. Mais pour l'instant, je peux dire que ces privatisations montrent déjà que la bonne gouvernance n'a pas été... Est-ce que c'est seulement une question de bonne gouvernance, question de gouvernance ou une question... C'est un modèle économique, à mon sens, hein, dicté justement par les institutions internationales. Quel modèle économique? Pour faire plaisir peut-être aux multinationales, parce que ces banques, ces sociétés, la plupart du temps, reviennent à ces multinationales. Mais vous parlez de quel modèle économique? Les modèles économiques, il n'y en a pas deux aujourd'hui. C'est le marché qui gouverne le monde. Même la Chine communiste aujourd'hui vit un capitalisme. Peut-être, comme on a dit, les différentes facettes du capitalisme. Le capitalisme en Allemagne n'est peut-être pas le capitalisme aux États-Unis, mais c'est juste du capitalisme. Donc aujourd'hui, il y a un modèle qui est globalisé. Et comme nous ne pouvons pas dicter au monde, puisque nous sommes encore très faibles, notre façon de faire, nous subissons un certain nombre de choses. Mais même quand on est dans des contraintes bien définies, on peut toujours définir ou être déterminé à apporter sa valeur ajoutée à cela. Et c'est ce qui nous manque, parce que on veut tous dire oui, c'est parce qu'on est dans ce modèle, oui, c'est parce qu'on nous a imposé tel modèle, mais on nous impose des choses depuis très longtemps. Si on veut voir l'histoire de l'Afrique, on nous a toujours imposé des choses. Comment nous répondons? Comment nous apprêtons pour que demain, on ne nous impose plus quelque chose? C'est à cette question-là qu'il faut répondre. Justement, et vous allez y répondre en tant que candidat. Si vous êtes élu président de la République, que comptez-vous faire pour vous extraire de ce qu'on peut appeler néocolonialisme, de ces politiques qui sont imposées de l'extérieur? Le néocolonialisme, c'est quoi, monsieur Gilles? Le fait que les pays développés puissent imposer par leur poids économique, leur influence culturelle et autres, leur façon de voir au monde. Oui, mais ça revient toujours à ce que nous, on peut faire. J'ai une phrase qui est très, très importante que je vais dire ici aujourd'hui, qui n'est pas économique, mais qui veut tout dire, à l'extérieur comme à l'intérieur. Ça veut dire que nous devons d'abord nous changer nous-mêmes dans nos mentalités, dans nos rapports avec les autres, dans nos rapports avec nous-mêmes, et de croire en nous-mêmes que nous pouvons faire à notre façon. L'habit que vous portez là, ce n'est pas venu du modèle, en tout cas, puisque c'est togolais, mais est-ce qu'on encourage cet artisanat togolais? Est-ce qu'on encourage à ce que ce meuble-là ne soit pas venu ailleurs, mais que ce soit des artisans togolais que nous accompagnons, qui ont des génies et qui peuvent faire beaucoup, mais on ne les accompagne pas. Quand nous avons un peu de moyens, nous voulons aller acheter à Paris, à la Galerie de Lafayette, alors que nous avons des artisans qui peuvent nous faire de très beaux habits comme vous l'avez. Donc c'est dans notre tête d'abord. Et le changement doit être venu de nous
pour que l'extérieur change. Donc, et aussi, évitons de nous mettre dans cette position toujours de victime, on nous impose tout. Non, c'est trop facile. Comment nous répondons à cela? Parce que ça ne cessera pas du jour au lendemain. Et les Chinois sont passés, les Singapouriens. Pourquoi? Je vais vous donner la formule. MPPI. Si vous n'appliquez pas ça, c'est aussi simple que ça. Il faut qu'il y ait de la méritocratie, qu'on ne mette pas son cousin, son neveu, sa soeur, sa belle-fille, parce que, voilà, on est proche, mais celui qui peut faire vraiment le travail, quand il s'agit de banque, que ce soit quelqu'un qui connaît, quand il s'agit de Togocom, que ce soit quelqu'un qui connaît, et s'il n'y connaît pas, qu'on ait un partenaire stratégique dans ce domaine-là. Et alors, si on veut privatiser, ce n'est pas la fin du monde. Pourquoi ne pas aider des Togolais, des privés togolais à prendre en charge cela? Les Togolais privés qui ont de l'argent, pourquoi ne pas se mettre ensemble pour racheter, puisqu'on passe seulement d'une propriété d'État à une propriété privée. Mais on n'a pas dit que la propriété privée doit être nécessairement étrangère. Ça peut être aussi togolais. Donc voilà des questions sur lesquelles nous allons travailler. Et moi, comme je connais quand même ce monde, la force d'avoir travaillé avec cette communauté internationale, de les avoir côtoyés pendant 35 ans, je crois qu'on se connaît. Et on sait jusqu'où chacun peut aller. Voilà ce que je dis. On se connaît, vous parlez comme si, avec une simple volonté, on peut s'extirper de cette emprise internationale. Certains l'ont essayé. On cite souvent le cas du président Gbagbo. Alors, vous, président de la République, comment allez-vous faire concrètement? On parle souvent de cordon ombilical à couper avec l'ancienne colonie, la France par exemple. On évoque le cas du franc CFA, c'est des cas concrets. Que comptez-vous faire? Comment? Quelle politique allez-vous mener pour rendre à votre pays son indépendance? Très bonne question. Je crois que d'abord, il faut se renforcer soi-même. Il faut se renforcer soi-même, ça veut dire que nous assainissons nos finances publiques, nous faisons en sorte que nous ayons une croissance économique dirigée, dont le moteur de cette croissance sera endogène, c'est-à-dire que ce sont nos paysans, l'agriculture, ce sont la pêche chez nous, ce sont nos artisans togolais qui créent cette richesse-là. D'abord, il faut se renforcer, c'est-à-dire que non, on a une politique endogène où nos banques accompagnent également nos artisans, nos petits entrepreneurs et les individus, les jeunes. Une fois qu'on a ça, avec le temps, on verra qu'on ne va pas vous demander si vous voulez couper le cordon ombilical ou pas. Ça se coupera tout seul à un moment donné. Bon, alors, pour revenir à ce que vous dites, le franc CFA, c'est un débat et je crois que ce débat doit se faire. Je suis du métier, je suis banquier de formation, financier de formation, économiste de formation. Je connais très bien le problème. Les activistes font leur boulot. Leur boulot, c'est d'éveiller la conscience des Africains. Et ça, je peux dire qu'au chapeau, ils l'ont fait. Mais ça s'arrête là. La monnaie est une chose très sérieuse. Je peux vous dire qu'il y a un économiste français, Jacques Rueff, qui disait que le destin du peuple se joue sur la monnaie. C'est très important. On ne peut pas y aller sans mettre tous les garde-fous. On ne peut pas y aller en définissant un chemin critique. On ne peut pas y aller en disant qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire demain. On ne peut pas y aller en jaugeant nos forces réelles de pouvoir gérer la monnaie. On ne peut pas y aller en disant quels sont les risques inhérents à cela. On ne peut pas y aller sans dire qu'il y aura une souffrance à un moment donné. Vous avez ce que nous appelons l'effet d'apprentissage. C'est pour ça que je suis d'accord que la monnaie, battre monnaie étant un droit régalien, la souveraineté monétaire doit revenir à un moment donné aux Africains. On doit avoir la souveraineté sur notre monnaie. Est-ce que l'heure a sonné pour que cette souveraineté soit affirmée? L'heure n'a pas, à mon avis, sonné dans le sens où il ne faut pas emprunter le chemin. Il faut emprunter le chemin, mais il faut se donner le temps de bien peaufiner ce dossier par les techniciens. Si vous réunissez 4 économistes aujourd'hui sur politique monétaire indépendante d'une banque centrale, est-ce qu'aujourd'hui, dans un monde mondialisé, un pays peut faire une politique monétaire indépendante? Si le dollar baisse aujourd'hui ou augmente, est-ce que l'euro peut rester là où il est? La suivre ou ne pas suivre? Alors, quid d'une monnaie africaine? Donc, voilà, on veut prendre la souveraineté monétaire pour un certain nombre de choses. Avant d'y arriver, comme je l'ai dit, préparons, assainissons, mais l'objectif est le même et je partage cet objectif-là. Par contre,
le chemin pour y arriver, je crois qu'on se précipite. Et il n'est pas bon de se précipiter parce que, comme je l'ai dit, il y aura des douleurs d'apprentissage, des douleurs de croissance. Imaginez le Sidi à un moment donné dans ce pays. Vous vous souvenez, si vous êtes d'un certain âge, ce qui est arrivé au Sidi et qui peut-être arrive. Donc, il y a un effet d'apprentissage, il y a des douleurs de croissance. Il faut quand même qu'on le dise aussi aux citoyens qui sont de la zone que avoir cette souveraineté ne veut pas dire que tous nos problèmes sont réglés du jour au lendemain. Il y a encore du travail à faire. Et ce travail, c'est toujours dans la rigueur, dans la discipline et dans la responsabilité. Parlons maintenant des conditions d'organisation des élections de la présidentielle de 2020. Vous êtes candidat, on le redit, c'est un rappel. Le rappel n'est pas anti-pédagogique. Est-ce que, M. Gamessou, pour vous, on peut aller aux élections en 2020 avec les tests et les mécanismes mis en place aujourd'hui? Est-ce que les conditions d'organisation vous satisfont? Non, il y a encore un gros toilettage à faire à ce niveau. Je crois que, on l'a dit tout à l'heure, l'initiative de Monseigneur Bojo, il y a eu deux commissions, une commission de transparence, de crédibilité et de sécurisation des élections, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de ces élections-là que nous voulons transparentes et crédibles, et également une commission qui va porter donc ce qui sera décidé vers les acteurs du régime, c'est-à-dire le régime, pour pouvoir discuter. Je ne veux plus utiliser le mot dialogue. Ça a été tellement utilisé et je crois que galvaudé. Je veux dire, on discute et on négocie un certain nombre de choses. Et également, ce document, si tous les acteurs politiques et les acteurs de la société civile et les acteurs religieux, pourquoi pas, signent, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des couches sociaux politique du Togo qui signe ce document, ça va avoir également un poids au niveau de la communauté internationale qui, pour une fois, va dire, voilà les Togolais qui s'organisent. Donc, pour répondre plus simplement à votre question, les conditions idoines ne sont pas encore réunies. Qu'est-ce qui pose problème? Ce qui pose problème, c'est qu'on a des élections dans 3 mois et il y a encore beaucoup de Togolais qui n'ont pas leur carte d'électeur. Donc, il faut qu'on fasse un recensement. On va à une élection présidentielle. Beaucoup de Togolais, mais ce n'est pas précis. Le dernier fichier électoral, ça voisine 4 millions de Togolais environ. Sur une population de 7 millions, est-ce que vous avez le droit de dire que beaucoup de Togolais n'ont pas leur carte? Bon, alors là, je vais vous dire quelque chose. Je voudrais avoir la ventilation de ces 4 millions, ceux qui ont leur carte d'électeur, ceux qui ont leur carte d'identité, et ceux qui sont seulement là parce qu'il y a eu 2 chefs traditionnels qui a témoigné. Nous voulons que cette façon de témoignage de 2 chefs traditionnels que personne ne maîtrise, dans un village très éloigné, moi je ne sais pas qui est le chef traditionnel, qui n'est pas, et nous ne voulons pas. Alors quand je relève la ventilation de ces 4 millions par catégorie de ceux qui ont leur carte d'électeur réellement, ceux qui ont une carte d'identité, ceux qui ont leur passeport, ceux qui ne l'ont pas, en ce moment, je répondrai beaucoup plus concret à cette question que vous posez. Mais selon ce que j'apprends et ce que ceux qui sont sur place me disent depuis, il y a un problème d'assainissement du fichier électoral. Il y a un problème d'octroyer les cartes d'électeurs à des Togolais, puisque tous ceux qui désirent et ceux qui sont en âge de voter puissent le faire tranquillement. Donc vous n'êtes pas prêt à aller à la prochaine élection avec le fichier électoral actuel? Je l'ai dit qu'il faut un toilettage de ce fichier, et je ne suis pas le seul qui le dit. Un toilettage ou une refonte? Il faut un recensement qui va permettre de refaire ce fichier électoral, et d'ailleurs avec la présence effective, ou bien en tout cas le regard de toute la classe politique, pour s'assurer que pour une fois, on est d'accord, on part sur un fichier qui ne sera pas contesté. Nous ne voulons pas rentrer toujours dans un cycle élection-contestation. Il faut quand même qu'un bon jour, on puisse faire les choses dans la clarté dans notre pays, dans les normes. C'est important pour nous-mêmes, c'est important pour la génération à venir. Nous tous qui sommes là, nous avons hérité d'un Togo. Nous voulons laisser à une génération future un Togo mieux géré, mieux gouverné, plus transparent. Nous sommes à 3 mois environ de l'élection présidentielle. Pensez-vous que ce type de revendication est réaliste? Demander de revoir le fichier électoral à 3 mois du scrutin? Dans mes fonctions, je me souviens toujours, on me dit, Monsieur Kouda, il y a 24 heures dans la journée.
Ça veut tout dire. Si on a la volonté politique de faire les choses, on peut le faire. Sauf s'il n'y a pas la volonté politique. Sauf s'il n'y a pas la volonté politique. Maintenant, je ne peux pas dire qu'il faut reporter, parce que ça aussi c'est un autre problème. Je ne suis pas un expert en droit constitutionnel, donc je ne peux pas m'avancer trop sur ce problème-là, mais je crois qu'en 3 mois, s'il y a la volonté politique de faire pour que les élections soient transparentes et que ça demande un recensement, un assainissement du fichier et avec le regard de tout le monde, puisque tous les acteurs puissent s'accorder là-dessus, je crois que c'est faisable, on peut le faire. Est-ce que le problème ne se trouve pas surtout au niveau des différents candidats, au niveau de l'opposition, de votre capacité à quadriller le terrain, à vous donner les moyens pour battre campagne et à limiter, s'il faut, ce que vous appelez les fraudes entre guillemets? Parce qu'on se rend compte que quand viennent les élections, certains candidats n'ont pas les moyens de se représenter dans les bureaux de vote. Aucun parti n'a réussi à rassembler tous les procès-verbaux à l'issue d'une élection. Pourtant, tout le monde parle de contestation. Alors ça me fait revenir un peu sur le code électoral. Si je crois que je l'ai bien lu très rapidement, comme je le dis, je ne suis pas spécialiste dans ce domaine, mais j'ai des spécialistes dans mon équipe qui me diront exactement au moment donné ce qu'ils pensent de ces révisions du code électoral. Mais si j'ai bien compris, je crois quelque part que le gouvernement devait financer au moins un représentant par parti politique ou par liste de candidats. Donc, ça veut dire que ce ne sera pas simplement à la charge des forces démocratiques de désigner un candidat. Ceci dit, nous avons lancé déjà, et je le lance encore, à notre diaspora et à tout le monde, à tous ceux qui pensent qu'il faut une alternance pour que le Togo puisse avancer, le regard devant et non en regardant derrière, qu'il faut qu'ils sponsorisent quelqu'un dans les bureaux de vote. Si ça coûte 20 000 francs pour payer à un Togolais pour être présent dans un bureau de vote, je vous invite, M. Gilles, à sponsoriser 1 ou 2 bureaux de vote et que tous les autres Togolais puissent le faire. Ça va régler le problème des 10 bureaux de vote. Est-ce que c'est une question de financement? Avez-vous les hommes qu'il faut pour mettre dans les bureaux de vote? Comment construisez-vous votre, je ne veux pas dire votre Chine, votre réseau pour défendre votre éventuelle victoire dans les urnes? Vous voulez dire qu'il n'y a pas 10 000 Togolais ou 20 000 Togolais qu'on puisse trouver dans tout ce Togo, dans la diaspora, pour être présent? Je suis sûr et certain qu'il y a des Togolais qui seraient prêts à prendre le billet d'avion, descendre les jours de les élections, se pointer dans les bureaux de vote, juste pour remplir ce devoir civique. Et je suis pour vous dire que des gens sont prêts pour ça. 2, on a parlé des procès-verbaux. Dans le test, les procès-verbaux devaient être remis à tous les représentants. De l'expérience qui m'a été rapportée jusque-là, ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est la même chose. Comme le Doing Business, nous mettons de beaux tests et à l'application, on ne l'applique pas. Rien ne se fait. On ne l'exécute pas. La réalité, c'est aussi que l'opposition n'a pas de représentants dans tous les bureaux de vote. Oui, une partie de cela sera parlé, comment dirais-je, par ce que le gouvernement, et je remercie au moins sur ce plan, de pouvoir payer, de pouvoir permettre qu'un représentant soit désigné, pas désigné, mais soit pris en charge par le gouvernement pour représenter les forces démocratiques. Oui, et nous-mêmes, nous allons y ajouter... Quand vous limitez la question à un problème de financement, moi, ça me pose problème. Si vous recherchez l'alternance dans ce contexte togolais et que vos militants ne sont pas prêts à aller défendre leur victoire, vaille que vaille, dans les bureaux de vote, même sans financement, est-ce que ça ne pose pas un certain problème? Oui, bien sûr. Il y a des personnes, il y a des acteurs qui sont prêts à faire le bénévolat, le pro bono, pour être dans les bureaux de vote. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que même quand ils sont là, on ne leur donne pas les procès-verbaux. Et ça, c'est une réalité que personne ne peut nier ici. C'est ça le problème. Je crois que ce n'est pas une question de financement. Si aujourd'hui, tout Togolais qui va se présenter dans un bureau de vote représentant les forces démocratiques est assuré qu'à la fin, il n'y aura pas une force pour le vider de là, il n'y aura pas, on ne va pas lui remettre le procès verbal, et malgré tout ce qu'il va dire, alors là, en ce moment, je vous dis qu'il y aura 20 000, 40 000 Togolais qui seraient prêts à être dans les bureaux de vote. Pour moi, la question, ce n'est pas juste une question de financement, ce n'est pas juste une question de ressources humaines, c'est qu'à la fin, les Togolais se démobilisent parce que l'expérience a montré que
les résultats sont toujours pareils. Ce qui va arriver. On va venir les vider. On va refuser de leur donner le procès verbal. Même Mais si on va venir les vider parce que ce n'est pas un langage de tout le monde, ce que les autres disent déjà. Est-ce que vous avez vu des gens déloger des bureaux de vote lors des dernières élections? J'ai vu des urnes dans les mains de certains qui couraient dans ce pays-là. En 2005, et on en est très très loin, M. Poda. Je ne suis pas très sûr. Vous voulez parler tout à l'heure de l'ajustement structurel. C'est les années 90. On en est toujours là, mais ça fait mal toujours. Ça fait toujours mal. Non, donc, non, disons pas que ça fait très loin. Même les années passées, je ne suis pas sûr. Il y a ceux qui pensent que c'est l'opposition qui a gagné les élections. Il y a ceux qui pensent que non, c'est pas ça. Mais on ne peut pas faire la preuve. Pour faire la preuve, il faut qu'il y ait de la transparence. Et la transparence veut dire que les procès-verbaux sont disponibles à tout le monde et que le vote se passe dans des conditions de transparence sans fraude. Et ça, je ne peux pas vous dire que c'était garanti ni en 2010 ni en 2015, puisqu'il y a toujours contestation. Et ce que nous voulons refuser, c'est qu'une fois que la transparence est là et que tout le monde a vu que blanc c'est blanc, rouge c'est rouge, il n'y aura pas de contestation. Et c'est tout. Et le vainqueur qui gagne, c'est la démocratie. Mais que cette démocratie soit basée sur les règles démocratiques de transparence, de crédibilité et de sécurisation. Pierre Poda, vous n'êtes pas issu d'un parti politique, ça veut dire qu'aucun appareil politique ne vous soutient pour le moment, pour ces élections à venir. Avec quelle équipe travaillez-vous? Qui avez-vous autour de vous? Combien de personnes? Des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes. Non, tous les Togolais. Vous n'oubliez pas que j'étais quand même coordinateur de la diaspora togolaise pour la tenance et la démocratie du Togo. Donc il y a toute une masse de la diaspora qui est autour de moi, qui travaille avec moi. J'ai une équipe qui est dispersée sur tous les continents, en Afrique, en Europe. Donc le vote de la diaspora, c'est essentiellement, ça va vous profiter. On en viendra parce que je ne suis même pas sûr qu'il y aura vote de la diaspora, telles les conditions draconiennes qui sont mises autour de ça. J'aurais souhaité, puisque vous avez évoqué ce sujet-là, que tout le monde puisse aller prendre sa carte consulaire et qu'on leur donne le temps de voter. C'est 6 mois. Si on nous dit aujourd'hui qu'il faut aller prendre 6 mois auparavant une carte de consulaire, alors que la plupart des Togolais n'ont pas pris, moi-même qui suis là, je n'ai jamais été en possession de carte consulaire. Je ne sais pas si on a le temps. Si on a le temps, je vais vous raconter juste une petite anecdote. Je revenais d'une mission et j'ai abouti en Belgique, à la gare du Midi. On m'a volé. Le temps de prendre ma balise et de revenir, tout est parti. Mon sac, mon passeport, tout. Je suis devenu sans identité. Et aller à mon hôtel, j'ai fait appeler mon épouse pour qu'on donne une carte de crédit pour sécuriser ça. Et après, je me suis rendu à l'ambassade du Togo en Belgique. Ndogebe. Je dis, je suis togolais, voilà ce qui m'est arrivé. Ma réponse m'a foudroyé. La réponse m'a foudroyé. Ce n'est pas parce que vous parlez mina qu'on va dire que vous êtes togolais. Donc, on ne peut rien faire pour vous. Vous imaginez un Togolais en détresse à l'extérieur qui va à l'ambassade du Togo? Voilà la réponse que j'ai reçue. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas dans quelles conditions et qui je vous a raconte, reçu. Donc, je ne vais pas dire qui a reçu, qui n'a pas reçu. Alors, c'est parce que je travaille dans une institution qui est au moins très organisée. On appelle les États-Unis. Nous avons un agent qui a des difficultés ici. Comment faut-il faire pour qu'il puisse rentrer aux États-Unis? Et c'est l'Amérique qui m'a délivré quelque chose de provisoire pour me faire rentrer aux États-Unis et revenir après au Togo pour pouvoir faire mon passeport. J'arrive au Togo, on me dit, ah, si tu as payé ton passeport, il faut 3 mois, il faut 2 mois, on doit faire des enquêtes, on doit faire du cinéma. Je suis fonctionnaire, je dois retourner travailler. Alors, vous voyez, quand on est dans des conditions comme ça, qu'on est Togolais et qu'on est en détresse et que la réponse qu'on reçoit de nos frères Togolais est celle-là, il y a un gros problème. C'est pour ça qu'on n'a jamais de carte consulaire. Donc, donnez le temps à nos collègues, à nos amis, à nos concitoyens de la diaspora d'avoir les cartes consulaires à temps et de voter si c'est le cas. Sinon, on fait la chose à moitié. Pour revenir sur la question de votre équipe, est-ce que vous avez construit autour de vous une structure solide pour vous accompagner à cette élection présidentielle? Parce que ce n'est pas un parcours simple. Une structure
très solide, très diversifié, qui a déjà émaillé tous les territoires togolais. Là où je suis en face de vous, j'ai des gens qui sont à Dapan, à Sikansé, à Sokolde, à Bafilo, partout. Peut-être que ce n'est pas encore visible, et c'est bien parce que il faut mettre une bonne fondation avant d'élever les murs. Donc, je crois qu'au moment opportun, tout le monde verra que, bon, mais il y a une construction qui est autour. Deux, mais on a dit dans la première partie, il y a des partis qui sont là et qui veulent m'accompagner, qui trouvent que, oui, on a une certaine crédibilité, on n'est pas dans la bipolarisation, on est un homme nouveau, avec un discours nouveau, et je crois que les populations aujourd'hui veulent quand même voir quelque chose de nouveau, quelque chose en quoi les Togolaises et les Togolais peuvent croire. Et je crois qu'au moment opportun, vous verrez certains partis qui vont dire, voilà, nous Certains suivons. vous ont déjà approché et ils sont prêts à Je accompagner votre candidature. travaille avec des partis beaucoup, politiques. bien sûr, des partis politiques comme la société civile, comme des syndicats, comme des femmes. Comme on peut avoir des noms, parce que quand vous le dites, pour être précis, pour avoir des preuves, il nous faut des noms. Ah oui, mais au moment opportun, vous verrez les preuves. Je crois que pour l'instant, vous aurez les preuves au moment opportun. Le moment opportun, c'est demain, c'est après-demain. À quel moment vont-ils se prononcer exactement? Alors là encore, je reviens à quelque chose de très précis. Si on n'a pas de stratégie dans ce qu'on fait, on se perd. Et dans notre stratégie, il y a un moment pour annoncer un certain nombre de choses, il y a un autre moment pour dire un certain nombre de choses. On ne peut pas tout simplement, à tout moment, dire ce qui n'est pas bon à dire à un moment donné. Donc, laissons le temps au temps, ça viendra, et vous verrez que les partis politiques ou tous ceux qui les sympathisants, quel que soit leur bord, qui veulent accompagner notre rêve, qui partagent ce rêve et qui croient que c'est une alternative crédible, ils vont se prononcer et vous les attendez. Donc, il n'y a pas encore leur gamin poste. Non, Gamessou, c'est pour ça qu'on est là. Gamessou, on est là, mais dans une certaine Pour déclarer stratégie. les alliances. Nous tirons vers la fin de notre émission, mais je voudrais qu'on parle d'un sujet, on a dit, au-delà, qui va au-delà des frontières du Togo, avant qu'on se sépare, c'est la question du terrorisme. Si jamais vous êtes élu demain, c'est un des problèmes auxquels vous allez vous confronter. Alors, avez-vous la clé pour résoudre ce problème? Parce que sans cette garantie, il me semble qu'il vous sera difficile qu'on vous confie les clés du palais présidentiel. Ah, monsieur Gilles, je suis désolé pour les Togolais. Pourquoi vous invitez chez vous ce qui n'existe pas encore? Pourquoi on veut instrumentaliser? Ah bon, donc les vous histoires pensez de que terrorisme? le Togo n'est pas concerné par la menace Pour terroriste? l'instant, en tout cas, je crois que par rapport à ce que vivent certains États, moi, je vais en mission au Niger, ou sous chef de mission, pour aller à la présidence, je pars par des barbelés. C'est-à-dire, la voiture passe par des barbelés pour arriver à la présidence. Je crois qu'il ne faut pas inviter le loup dans la bergerie. N'essayons pas d'instrumentaliser. La menace existe. Le président de la République, lors de son dernier discours à la nation, a évoqué des tentatives terroristes qui ont été enrayées, qui ont été tuées dans l'œuf. Oui, tant mieux. Oui, mais on a une armée qui est une armée de 15 000 hommes, si j'ai des chiffres au moins, une armée qui est formée, une armée qui fait un bon travail quand il s'agit de la défense de la nation. Nous souhaitons seulement qu'elle soit encore plus républicaine pour ne pas retourner les armes contre les citoyens togolais. Mais dans la défense de l'intérêt, de l'intégrité territoriale, dans la défense de ces menaces, je crois que nous avons une armée qui est très efficace, qui fait son travail. Nous avons un service de renseignement qui fait son travail. Et je crois que ce n'est pas le président de la République qui fait ce travail. Ce travail se fait par des hommes qualifiés et qui lui rendent compte. Je crois que j'ai la capacité, l'énorme capacité de comprendre ce que mon état-major va me dire et savoir exactement quelle décision. Mais il faut que cet état-major vous fasse confiance, voit en vous des qualités de leadership. Est-ce que vous croyez que l'armée togolaise vous fera confiance si jamais vous êtes élu, donc pour remplir ses missions, notamment de défense du territoire et de lutte contre le terrorisme? Je salue encore cette armée, mais je demanderai à cette armée de ne pas se mêler de politique. Tout ce que nous souhaitons, c'est que l'armée se cantonne dans son rôle, qu'elle fait très bien déjà, et laisse la politique aux politiques. Ça nous permettra d'avancer. Je crois que je ne vois pas qui est là et qui a une capacité de leadership, plus que d'autres. Je peux le dire. J'ai une grande capacité de leadership, plus que
ceux qui sont là aujourd'hui. Et je peux leur démontrer. S'ils veulent qu'il y ait une démonstration, je les invite sur le plateau, au lieu d'être vous, que le président de la République se mette à côté de moi et qu'on fasse un débat sur le Togo. Et on verra qui a le leadership réellement. Monsieur Boda, vos propositions pour l'émergence du Togo, on en a parlé un peu, un pêle-mêle, mais solennellement, en 2 minutes, comment comptez-vous changer le Togo si vous êtes élu président en 2020? Je vais vous donner une phrase d'un grand frère que j'aime beaucoup. Émerger de quoi? Dites-moi, on émerge de quoi? Non, le mot émergence a été, donc, pour la première fois, prononcé en 1981 par un économiste de la SFI, c'est-à-dire la Société financière internationale, qu'on appelle en anglais AFC. Les pays à qui on a donné cet attribut n'avaient pas demandé, ils n'ont pas écrit « je veux être émergent ». C'est-à-dire, nous, les Africains, on veut toujours, on prend la forme des choses et non le fond. Ces pays n'ont pas écrit, tout le monde veut être émergent au Togo. En 2030, il y aura émergence, en 2020, il sera émergent. Non, c'est pas ça. Réglons au quotidien le problème des Togolais. Les former à une éducation du XXIe siècle, le capital humain, l'investissement dans les infrastructures de base, la santé pour tout le monde, parce qu'une main-d'œuvre qui est en bonne santé et qui mange à sa faim et qui est éduquée, c'est ça la compétitivité, c'est ça la force d'une nation. Et la différence se fera parce que votre main-d'œuvre, plus l'utilisation rationnelle et efficace des richesses qui sont les nôtres, le phosphate, le clinker, et j'en passe, le coton qu'il faut redonner un peu, et le café, le cacao, qui sont ces richesses-là. Commençons par poser des actes au quotidien, mais des actes qui nous amènent vers une croissance plus forte, une croissance plus partagée, un capital humain plus fort et des infrastructures de base nécessaires, la santé, l'éducation, et où on nous dira, je ne sais pas quel mot on utilisera en ce moment, peut-être que ce ne sera pas le mot émergent, ce sera un autre mot, mais arrêtons en Afrique de chaque fois de dire on veut tel pays émergent en 2020, tel pays émergent. Non, les autres n'ont pas demandé ça. Travaillons. Le travail au service du développement économique et social. Est-ce que vous allez vous inspirer du Programme national de développement, PND, si vous êtes élu, ou c'est un document que vous allez jeter vite à la poubelle? Non, j'ai participé à une partie de ce PND en tant qu'expert dans certains domaines très précis, bien qualifiés. Et j'ai fait des recommandations à l'État. Et je crois que toutes ces recommandations n'ont pas été prises en compte. Mais je comprends aussi que le politicien, l'étant un marchand de rêve, il vaut mieux dire, bon, je vous amène vers la Lune, même si mais on sait que dans la réalité, ce ne sera pas le cas. Les derniers chiffres que moi j'ai vus sur le Togo, les taux de croissance jusqu'en 2024 seront encore 5,5% au maximum. Donc, on est loin du taux de croissance qu'on veut atteindre dans le PND. 1. 2. Nous n'avons pas réglé les problèmes de réforme, que ce soit politique et que ce soit économique, qui puissent nous permettre d'atteindre ce taux de croissance-là. 3. La bonne gouvernance n'est pas complètement au rendez-vous. 4. Nous n'avons pas beaucoup de marge de manœuvre parce que l'endettement est déjà très élevé. Et nous sommes sur une courbe que le fonds nous intime de revenir à l'intérieur des normes de l'UMOA, qui est de 70%. On est en deçà. Alors, quand on prend tout cela, je peux dire on ne peut pas rejeter dans son intégralité le PND parce qu'il y a quand même des actions qui sont annoncées. L'effet d'annoncer là, et qui, si on les mettait vraiment en œuvre, ça peut permettre de faire quelque chose. Mais entre l'effet d'annonce et l'exécution réelle, il y a une grande différence. Et je me souviens toujours de cette phrase d'un grand parlementaire sénégalais qui disait « Des plans de développement économique, nous en avons eu, mais nous avons toujours péché dans l'exécution. » Donc c'est une question d'exécuter. Ce n'est pas parce qu'on a mis un programme qui est, je ne vais pas dire un amalgame, mais quand même qui est quelque chose de structuré, qui prévoit un peu l'avenir, la trajectoire qu'on veut suivre. Mais sur là, déjà, on est en 2019. Regardez les taux de croissance en 2018 et 2019 et voici en 2022, vraiment, on sera à 7,6%. Je n'en suis pas assez sûr. Mais tout cela est possible
avec les conditions que je vous ai données tout à l'heure, le MPPI. Gagner une élection, c'est aussi avoir une assise sur le plan international. Très rapidement, Monsieur Poda, est-ce que vous pouvez inspirer confiance à un haut niveau? Est-ce que vous connaissez la diplomatie internationale, la communauté internationale, les chefs d'État de la sous-région? Est-ce que vous pouvez discuter d'égal à égal avec certains d'entre eux? Est-ce que vous êtes connu? Est-ce que vous pouvez être soutenu? Vous voulez dire que c'est ces chefs d'État qui vont élire le président togolais, c'est ça? Ou bien, moi, je compte sur la population togolaise pour élire son président. Donc, je lance encore un appel aux Togolais de faire le bon choix de quelqu'un qui peut vraiment régler leurs problèmes au quotidien. Maintenant, revenez à votre question. De toute ma vie, j'essaierai d'aimer je ne sais pas, de nombre de chefs d'État qui me connaissent, que je connais. Des amis proches que je connais depuis les années 70, qui sont devenus présidents. Donc, cette question de je connais des chefs d'État, je les connais, ils me connaissent, et je connais beaucoup à l'intérieur, à l'extérieur de l'Afrique, j'en connais. Donc, sur ce plan, je peux vous garantir, j'ai travaillé avec eux, j'ai serré la main à beaucoup d'entre eux, et beaucoup, alors si j'ai même décoration quelque part, c'est parce que j'ai aidé ce pays-là, et ces chefs d'État, ce pays, m'en suis très reconnaissant. Merci, Monsieur Poda, et bonne chance. Et vous croyez possible votre victoire en 2020? En un mot? En un mot, oui. Je suis sûr que je serai le prochain président du Togo. Et je demande aux Togolais de faire le bon choix. Merci. Merci. Et nous arrivons donc à la fin de notre émission. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Et merci à nos fidèles téléspectateurs pour leur aimable attention. On va marquer une pause pour une nouvelle édition du journal. L'information continue sur votre chaîne Iwood Info. À très bientôt.